Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau chapitre de management qui va parler aujourd'hui de la rémunération et savoir si c'est la seule source de motivation des salariés d'une organisation. Un des rôles du manager est de faire naître la motivation ou tout du moins de développer la motivation chez ses collaborateurs. L'un des premiers facteurs de motivation est la rémunération. Donc cette rémunération est le résultat d'une négociation entre d'un côté le salarié et de l'autre côté l'employeur. Pour ce dernier, la négociation s'arrête et est tributaire de différentes contraintes, qu'elles soient légales et ou économiques. Donc pour reprendre, le salaire peut avoir différents composants et un qui est incontestable, c'est une partie fixe qui est pour tous. Donc cette partie fixe, comme son nom l'indique, est une partie du salaire que la personne touchera tous les mois et ceci de façon certaine. Dans la fonction publique, par exemple, le salaire, lui, ne peut pas être négocié. Il est en fonction d'une grille de rémunération qui prend en compte à la fois le niveau de diplôme, les concours passés, l'expérience, etc. Ceci existe aussi dans d'autres organisations privées. Dans certaines professions ou organisations, la rémunération est composée d'une partie variable qui dépend des performances individuelles du salarié et ou des performances collectives de l'équipe ou de l'entreprise. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients d'une rémunération variable? Alors, les avantages, tout d'abord, lorsque l'activité diminue, la masse salariale, c'est-à-dire le coût salarial, diminue. Et réciproquement, lorsque l'activité augmente, la masse salariale, donc le coût du travail, va augmenter. Donc c'est une source de flexibilité pour l'entreprise. Autre avantage, la rémunération variable permet de récompenser les salariés les plus performants. Elle est donc source de motivation et renforce l'investissement de ces mêmes salariés. Maintenant, les inconvénients d'une rémunération variable. Un premier point, déjà, ce salaire variable peut être complexe à calculer. Un autre point, cette rémunération variable peut pousser les salariés à privilégier le quantitatif, c'est-à-dire à faire du chiffre d'affaires au maximum, donc ce qui est bien, mais au détriment du qualitatif sur, par exemple, le service rendu aux clients. Autre composant possible dans une rémunération, c'est ce qu'on appelle l'épargne salariale. C'est un ensemble de dispositifs permettant aux salariés d'être associés financièrement à la bonne marche de leur entreprise. Donc, sous ce terme d'épargne salariale sont réunis en réalité trois procédés juridiques ou financiers. Donc, d'un côté, il y a la participation aux bénéfices, ça peut être aussi sous la forme d'intéressement ou de plan épargne salariale. Donc ces trois procédés sont ce qu'on englobe sous le terme d'épargne salariale. Ces trois dispositifs ont pour avantage d'être exonérés de cotisations sociales et d'impôts. Ces dispositifs sont, la participation aux bénéfices en tout cas, est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés avec une existence supérieure à 3 ans et qui réalisent un bénéfice supérieur à 5% des fonds propres. Donc pour ces trois critères réunis, une société devra mettre en place une participation aux bénéfices. Les autres dispositifs, eux, ne sont pas obligatoires. Alors, quels sont les avantages pour l'employeur? D'une part, c'est de disposer d'une rémunération flexible. En effet, la participation est versée uniquement si l'entreprise dégage un bénéfice suffisant. Autre avantage pour l'employeur, c'est une façon grâce à ces systèmes, ils sont exonérés des charges patronales et des taxes sur les salaires. Et puis, troisième avantage pour l'employeur, c'est de fidéliser et de motiver ses collaborateurs. Trois avantages pour les salariés,
c'est d'être premièrement être associé financièrement aux résultats de l'entreprise. Deuxièmement, d'être exonéré des charges sociales et de l'impôt sur le revenu pour ces mêmes sommes. Et puis, bénéficier d'un complément de rémunération qui ne se substitue pas à son salaire. Autre composant de la rémunération, c'est ce qu'on appelle les avantages en nature. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple le fait qu'un salarié puisse utiliser une voiture de fonction, puisse utiliser un ordinateur portable, puisse utiliser un téléphone portable ou la partie chaque repas qui est financée par l'employeur. Donc tout ceci s'appelle les avantages en nature. Donc ils font partie, ces avantages en nature, ils font partie intégrante de la rémunération, dans la mesure où ils sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale et à l'impôt sur les revenus. Tout ça, c'est valorisé. Par exemple, l'utilisation d'une voiture de fonction, le montant de cet avantage peut être évalué autour de 500 € par mois. Donc le salarié qui bénéficiera de cet avantage en nature payera des impôts sur cet avantage en nature qui sera valorisé. Donc ces avantages en nature font aussi partie du coût de la masse salariale. Ils offrent une souplesse que n'a pas forcément l'augmentation de salaire, puisqu'ils peuvent ne pas être reconduits d'année en année, ou bien voir le montant évoluer à la hausse comme à la baisse. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un ordinateur une première année et puis la seconde année, si l'entreprise a besoin de faire des économies, l'ordinateur ne sera pas renouvelé, enfin on ne vous confiera peut-être plus l'année d'après. Alors qu'une baisse de salaire, c'est impossible à faire dans une organisation. Dans cette seconde partie, nous allons étudier les enjeux d'une politique de rémunération. Alors, une des premières contraintes est la contrainte économique. Il faut prendre en compte, bien sûr, l'environnement économique de l'organisation, et ce qui sera assez déterminant pour la rémunération de façon individuelle et collective. Donc les hausses de salaire sont généralement décidées par la direction de l'organisation en fonction des résultats économiques. Dans les administrations, c'est le choix du gouvernement en place qui va décider d'augmenter ou non les salaires. Souvent, le montant des augmentations est décidé au cours d'une négociation avec les représentants du personnel, s'il y en a. Les augmentations individuelles, elles, sont attribuées au cas par cas par les responsables hiérarchiques. Dans la plupart des cas, ils disposent d'une enveloppe globale à répartir entre les différents collaborateurs de leurs équipes. Seconde contrainte, la politique de rémunération d'une organisation se doit de respecter la réglementation en vigueur. Donc si la rémunération est bien le résultat d'une libre négociation entre un employeur et ses salariés, la loi fixe quant à elle un cadre légal qui encadre cette politique de rémunération. C'est ce qui est fait avec le SMIC, donc qui est un salaire minimum que doit garantir l'employeur à chacun de ses salariés. Aujourd'hui, ce SMIC est à hauteur de 9,67 € brut de l'heure, ce qui représente un salaire mensuel sur une base de 35 heures à 1 466,62 € brut. Le management doit tenir compte aussi de plusieurs autres facteurs tels que le respect du salaire minimum et la non-discrimination en matière de rémunération. Il y a quelque temps, on en parlait encore beaucoup puisque chaque mois, les femmes qui travaillent gagnent en moyenne 19% de moins que les hommes qui travaillent à compétences égales. Autre point à prendre en compte par une organisation dans la politique de rémunération, c'est la prise en compte du stress au travail. Donc la souffrance au travail provient de conditions de travail difficiles
ou pour lesquels les contreparties financières semblent insuffisantes. Plus récemment se sont ajoutés la peur du chômage et le stress au travail. Donc, des mauvaises conditions de travail peuvent être à l'origine d'un manque d'implication des salariés. Au-delà de ça, le mal-être peut être à l'origine d'états dépressifs, d'accidents du travail, ce qui implique du coup un absentéisme important. Finalement, autant que la rémunération, les conditions de travail sont également devenues un enjeu pour attirer et fidéliser les salariés. C'est ce que nous allons voir dans la troisième partie de ce chapitre. Dans cette troisième partie, nous allons voir les autres facteurs de motivation, les autres leviers de motivation sur lesquels peut s'appuyer un manager. Alors c'est vrai que la rémunération est un premier et fort facteur de motivation, il en existe d'autres. Alors ça peut être, un premier levier peut être le facteur contenu du travail. Par exemple, un commercial lui proposer de devenir formateur auprès d'autres commerciaux. Donc c'est lui proposer des tâches supplémentaires qui vont lui permettre de s'épanouir au travail. Alors comme on l'a vu, le salaire ça permet de satisfaire des besoins primaires, enfin des besoins physiologiques et de sécurité. Là, avec ces nouveaux leviers, ça va permettre de satisfaire des besoins d'estime de soi, de réalisation de soi et une reconnaissance sociale. Deuxième levier de motivation, outre la rémunération, ce sont les conditions de travail. Alors, ces conditions de travail désignent d'une manière générale l'environnement dans lequel les employés vivent sur leur lieu de travail. Donc ça peut comprendre la pénibilité, les risques du travail effectué, ainsi que l'environnement du travail. Est-ce qu'on est dans un environnement bruyant? Est-ce qu'on est exposé à des substances toxiques? Est-ce qu'il y a des pressions sur les délais de production, de vente d'un produit, etc. Donc les relations sociales et hiérarchiques jouent également un rôle important. Donc vous verrez aujourd'hui, les différents reportages que nous avons pu déjà voir, on voyait des entreprises qui étaient sensibles à ça et qui offraient des conditions de travail, un environnement de travail important. Donc ça peut être par un aménagement des postes de travail, offrir des lieux de détente ou pour se retrouver et tout ceci a un impact bien évidemment positif sur la motivation des salariés. Troisième levier de motivation, la culture d'entreprise. Donc la création de valeurs fortes au sein d'une organisation est un moyen de fédérer les acteurs de cette organisation autour d'objectifs communs. Et ceci permet d'éviter la réduction des efforts, l'absentéisme, le turnover qu'une organisation pourrait traduire. Qu'est-ce que c'est une culture d'entreprise forte? C'est par exemple le respect de valeurs éthiques, la satisfaction du client. Donc ça veut dire partager ces valeurs entre salariés et puis aller dans un sens et un objectif commun, encore une fois qui s'appuie sur des valeurs fortes.